Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Le management est-il genré? On répondra à cette question avec Marianne Olivier de Pichiki Mikana. On vous expliquera le nom de cette entreprise dans quelques instants. Elle est notre invitée. Smart et réglo, le droit, rien que le droit. L'inaptitude au travail, qu'est-ce que c'est exactement? On recevra Sonia Yangui, juriste et experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Et puis dans le cercle RH, on parlera de la flexibilité, mais aussi du sens au travail. Tout cela a changé depuis le Covid. Sommes-nous bien dans une ère nouvelle? On fera le point avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les commerciaux, comment faire face à la pénurie de talents? On en parlera avec Philippe Beaupré, dirigeant de Yourself Teams. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle du management. On en parle beaucoup ces derniers mois. Ce management est-il genré? Voilà une question intéressante. On en parle avec Marianne Olivier, fondatrice de Pichiki Mikana. D'abord, avant de parler du management genré, quelques mots sur vous et sur le nom de votre entreprise. Alors, je répète, parce qu'évidemment, je ne le savais pas, Pichiki Mikana, c'est la voix du bison en algonquin. Oui. Où êtes-vous donc allé chercher le nom de cette société? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rencontré Dominique Rankin, qui est le leader héréditaire spirituel des Algonquins, qui est une des premières nations du Québec. Dans le pays très reculé. Voilà, très reculé, territoire de la baie de James. Et voilà, moi j'ai commencé à faire ce parcours personnel avec eux. Je reçois encore les enseignements, bien sûr. Et il se trouve que Pichiki Mikana, Pichiki, c'est le bison. Et le bison, dans la roue de médecine, est un symbole très fort, puisqu'il est associé à la guérison intérieure, à la paix, à la liberté. Tous des symboles qui, moi, me parlent beaucoup dans mon parcours de femme et puis de mon parcours professionnel également. Justement, un mot, parce que ce qui est intéressant, c'est, et d'ailleurs vous posez la question, c'est qui parle, à quel endroit la personne parle lorsqu'elle fait des formations. C'est votre cas. Vous avez un très long parcours professionnel avant de devenir formatrice, coach. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous vous définissez. Sa difficulté, accompagnatrice, parce que coach, on peut être coach en diététique, en sport, bref. Donc, puis même dans le cadre professionnel, coach, ça représente des réalités très différentes. Donc, longue carrière DRH à la SNCF? Oui, enfin, une carrière en RH. En RH, au sein de la SNCF. Oui. Et puis ensuite, dès la SNCF, vous commencez déjà finalement à mûrir l'idée qu'il faut accompagner les collaborateurs. Oui, il se trouve que malheureusement, j'ai vécu, quand je dirigeais une grosse unité de production, un drame avec un des collaborateurs de l'entreprise. Et j'ai mesuré à quel point l'entreprise était incapable d'accompagner les managers à ce moment-là. Voilà. Vous avez traversé cette période de solitude, c'est-à-dire face à vous-même, face à cette tristesse aussi qui la vous habitait. solitude face à soi-même, l'incompréhension, la honte aussi, la culpabilité, oui. et puis aussi les salariés autour qui comprennent pas, qui rejettent la faute sur l'entreprise. Donc il faut porter tout ça. Et puis là-dedans, finalement, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Donc voilà, moi j'ai à ce moment-là fait tout mon parcours de reconversion. J'ai démissionné en 2006 pour me consacrer uniquement à l'accompagnement. Et puis c'est vrai que quelques années plus tard, j'ai été appelée à être de nouveau DRH dans une autre entreprise, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et c'est culturelle, celle-ci. Oui, culturelle, voilà. Et c'était important pour moi parce que dans le métier de l'accompagnement, on peut vite être hors sol. Et j'avais besoin de revenir aussi à la réalité du terrain, à ce que c'est qu'un comité de direction, ce que c'est que des relations sociales, ce que c'est que piloter une stratégie. En fait. Et qui vous donne évidemment encore plus de force aujourd'hui dans l'accompagnement, dans le regard que vous portez, parce que vous l'avez vécu, vous l'avez traversé, et ce qui donne de la force évidemment au message. Alors venons à notre thème et à cette question presque philosophique, le management est-il genré? Vous avez quand même un regard finalement, en mettant le pas de côté. Il y a aujourd'hui une doxa qui explique qu'il faut, et c'est la loi d'ailleurs, dans les COMEX, dans les conseils d'administration, 50% de femmes, et c'est formidable, mais vous dites, si ces femmes se sont masculinisées et ont les mêmes habitus que les hommes, ça ne sert pas à grand-chose. Soyons plus fins, soyons plus subtils. Vous dites qu'il y a des hommes qui ont une part de féminité plus importante que certaines femmes. Oui. Moi, je préfère beaucoup parler des dimensions masculines et féminines que nous portons tous en nous et qui, effectivement, tendent à poser un management idéal qui serait une alliance, effectivement, subtile entre les deux, qui ne soit pas un équilibre, parce que l'équilibre, c'est mortifère.
la crise du Covid nous a bien montré que de temps en temps, on avait besoin d'aller vite, de prendre des décisions rapides, d'être dans une espèce d'énergie yang, on va dire, qui serait plutôt de l'ordre du masculin, et en même temps de prendre soin des collaborateurs, de favoriser la coopération. Et ça, c'est plus féminin, qui est plutôt maternel. Du registre du féminin. Féminin. Voilà. Mais il y a des hommes qui le font très bien, de la même façon qu'il y a des femmes qui font très bien la partie masculine, et que finalement, c'est cette danse des deux à l'intérieur de soi qui permet d'être puissant dans son job. On va venir évidemment au travail que vous faites d'accompagnement, parce que cette question est posée. Les managers s'interrogent souvent, j'imagine, sur leur façon de diriger. Est-ce que je ne suis pas trop autoritaire? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Mais concrètement, aujourd'hui, les managers sont quoi? Majoritairement masculins? Je pense que les représentations sont majoritairement masculines. Ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui laissent de côté leur sensibilité. Hier, j'étais encore avec un groupe dans une entreprise où vraiment c'était touchant de voir des hommes être stupéfaits finalement de la mesure de leur sensibilité et de ce qu'ils avaient laissé tomber finalement pour coller finalement à des représentations issues de la culture, de la famille, etc., etc. Et de la même façon qu'il y a des femmes qui laissent complètement de côté leur sensibilité pour coller aux exigences apparentes des représentations. Oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que chacun s'éloigne finalement de ce qu'il est. Les femmes veulent ressembler à un modèle un peu mythifié, fantasmé du manager, un peu solide, on montre rien. Et puis l'homme, lui, il a laissé au vestiaire sa part de féminité pour plutôt incarner une forme de virilité, d'assurance, incassable. Incassable. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a en plus la représentation du père de famille, même si ça paraît un peu d'un autre âge, mais qui doit assurer l'avenir de ses enfants. Et moi, je suis toujours très touchée de voir ces hommes qui tout d'un coup tombent le masque. Alors c'est vrai que je suis dans un métier de l'intime, donc les gens parlent et expriment à la fois leur tristesse de ne pas avoir vu leurs enfants grandir, leur tristesse d'avoir laissé de côté des dimensions artistiques, créatives ou que sais-je. Et finalement, l'un comme l'autre, on a tous perdu la bataille, quoi. Mais c'est intéressant parce que quand on va au bout de votre processus, quand vous accompagnez, quand vous faites parler, quand les gens finalement posent leurs valises, prennent le temps aussi de parler d'eux-mêmes, il n'y a pas un moment donné où le processus va jusqu'à dire finalement je renverse la table, finalement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de regard sur soi-même qui fait dire que est-ce que je ne suis pas arrivé au bout du chemin là? Eh bien, alors ça va dépendre beaucoup de la position où on est dans sa vie, d'une part. Moi, j'ai vu effectivement des dirigeants faire un vrai retournement personnel pour aller dans une autre dimension et intégrer les deux parts et ensuite les diffuser dans leurs entreprises. Il y a aussi des dirigeants qui n'y arrivent pas parce que le choc est trop rude, parce que le courage que ça demande n'est pas là, parce que ça demande aussi de prendre des risques. Les pionniers sont souvent seuls. Ça, les pionniers, vous voyez, vous qui traversez des zones reculées du Canada pour aller voir ces chefs amérindiens. Donc il y a un peu un caractère métaphorique finalement à ce que vous faites dans votre vie personnelle, cette espèce de cheminement un peu complexe pour aller chercher des enseignements. C'est un peu ce que vous faites finalement, vous faites ce chemin vers eux pourquoi pour les éclairer sur quoi finalement? Sur eux-mêmes? Ce chemin vers les dirigeants, c'est-à-dire, moi, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est comment chacun peut devenir l'être humain qu'il est appelé à devenir. Et puis, je pense que plus on fait la paix en nous, entre les deux dimensions masculines et féminines, plus la paix extérieure va s'installer. Je pense qu'on a tous intérêt à ça, et notamment en ce moment, l'environnement nous rappelle bien que nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que quand je vais... Moi, je me suis beaucoup interrogée sur qu'est-ce qui fait que je suis aussi sensible à la dimension amérindienne. Et je crois qu'on porte tous en nous un sauvage qu'on a laissé tomber, qu'on a essayé d'éduquer, de redresser et qui demande qu'à vivre et à s'exprimer, parce que c'est là aussi où est notre puissance, notre créativité, etc. Et entre le point A de la première rencontre avec ces fameux dirigeants que vous accompagnez, parce que c'est votre métier, c'est votre activité aujourd'hui, et puis le point B, le point C, qu'est-ce qui s'est transformé en eux, puisque vous les avez rencontrés une première fois, vous les avez scannés. Comment ils se sont transformés à l'aune de votre rencontre? D'abord, ils osent beaucoup plus exprimer leur ressenti, leur sensibilité. Une forme d'armure, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrêtent de se raconter une histoire pour être en lucidité avec eux-mêmes, qui est quand même le point de départ de tout chemin de transformation, qu'il soit individuel ou collectif d'ailleurs. Et ça passe par le biais quoi? Déjà de la parole avec eux, c'est diagnostiquer, et ensuite de cheminer. Comment ça fonctionne? Vous restez combien de temps avec eux? Alors, ça va beaucoup dépendre. Il y a des entreprises et des dirigeants que j'accompagne depuis 3 à 4 ans. D'autres, c'est beaucoup plus ponctuel parce que leur besoin est plus ponctuel et qu'ils n'ont pas envie de s'engager dans une aventure plus large. Mais effectivement, le chemin de transformation personnelle, il n'est jamais fini. Et selon le dirigeant, selon ses responsabilités, selon son âge aussi, on va aller de plus en plus loin jusqu'à effectivement étendre sa propre transformation personnelle à tout son écosystème professionnel.
Pour conclure notre échange, vous considérez aujourd'hui que c'est un faux débat, le management genré, ou c'est une représentation que nous nous faisons? Parce qu'en termes effectifs, je n'ai pas les chiffres, on ne sait pas comment se répartit, d'ailleurs vous ne les avez pas non plus, entre les manageuses et les managers, mais c'est plutôt une représentation de notre société. Manager, c'est un métier d'homme quoi, dans la représentation. En tout cas, voilà, c'est un métier masculin, enfin, c'est un métier qui porte des dimensions masculines, et c'est qu'une représentation, et il ne tient qu'à nous, femmes et hommes d'ailleurs, et nos enfants, et puis tous ceux qui ne sont pas déterminés par femme ou homme, de créer quelque chose de nouveau, comme le disait Marguerite Yourcenar, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de coller à une représentation issue d'années en arrière. Yourcenar, en parlant de l'égalité des droits, c'est partir tôt le matin avec son attaché-caisse et de revenir tard le soir. Si on fait ça, on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire que vous leur dites aussi, prenez le temps d'aimer ceux qui sont autour de vous, de prendre le temps aussi de la bienveillance dans vos espaces personnels, puisqu'en fait, ils sacrifient beaucoup de leur vie personnelle. Oui, il y a beaucoup de chagrin chez beaucoup de managers, de dirigeants, de voir tout ce qu'ils ont laissé de côté. Et malheureusement... Et c'est un prix très cher, ils le payent très cher. Oui. Parce que quand ils se retournent, évidemment, il y a une forme comme ça, comme vous dites, de grande tristesse. Parce que c'est perdu, définitivement perdu. C'est perdu, voilà. Prenez donc le temps aussi de passer et de partager des moments avec vos proches, tout en vous investissant à 150% dans votre boîte. Merci Marianne Olivier, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Pichiki Mikana, je m'en lasse pas. La voix du bison en Algonquin, qui est une région centrale du Canada, chez les Amérindiens. Peut-être si vous avez l'occasion, allez donc rencontrer ces grands chefs pour faire ce parcours initiatique. Restez une seconde avec moi, Smart et Réglo, c'est tout de suite. Le droit, rien que le droit, et on parle de l'inaptitude au travail avec une experte. Justement, c'est tout de suite. Smart et Réglo, l'inaptitude au travail. Voilà un sujet important. On va en parler avec Sonia Yangui. Bonjour Sonia. Bonjour. Ça fait longtemps que nous nous sommes vus. Oui. Ravi de vous retrouver. Juriste, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. D'abord, commençons pas à pas. Comment on constate l'inaptitude au travail? Précisons que l'inaptitude, c'est le fait qu'on ne retourne plus sur son lieu de travail dès lors qu'on a été considéré comme inapte. Oui, c'est ça. L'inaptitude, c'est l'incapacité du salarié d'exercer son poste de travail pour des raisons d'ordre médical. Et donc, c'est le médecin du travail qui constate l'inaptitude. Alors, il y a plusieurs étapes qui sont prévues dans le Code du travail. Il doit réaliser un examen, au moins un examen médical, ça veut dire qu'il peut en faire plusieurs. Il doit réaliser une étude de poste et également une étude des conditions de travail, accompagnée de son équipe pluridisciplinaire. Et enfin, il doit échanger avec l'employeur. Une fois ces étapes réalisées, eh bien, effectivement, le médecin du travail, s'il estime qu'il n'y a aucune adaptation du poste, il va le déclarer inapte. Alors, je m'arrête un instant. Il faut évidemment qu'il n'y ait aucune adaptation du poste. C'est-à-dire le salarié dit « je suis posté, je fais toujours le même geste et je suis dans l'incapacité de pouvoir reprendre les pièces », par exemple. C'est ça. Si on ne peut pas adapter la machine, ce qui est souvent le cas, auquel cas, là, il y a une option, c'est que l'entreprise dise à ce salarié je vous replace dans les bureaux, ce qui arrive fréquemment. Voilà, alors donc c'est ça, c'est l'inaptitude, elle est déclarée par rapport au poste qu'occupait le salarié. Mais il n'est pas... Mais s'il y a une adaptation, le médecin du travail va donc mentionner cette adaptation, cette transformation possible, et si ce n'est pas possible, effectivement, il va le déclarer inapte. Après, ça n'empêche pas le médecin de proposer des reclassements sur d'autres types de postes. Donc lui dire, par exemple, vous êtes apte à travailler dans un poste administratif, par exemple. Ça, c'est intéressant, Sonia. Le médecin fait des propositions de reclassement ? Oui, le médecin doit proposer des solutions de reclassement adaptées aux capacités réduites du salarié. Je veux dire, le médecin donne les grands traits en disant cet homme ne pourra plus bouger le bras et être debout. C'est ça. Il faut donc mécaniquement lui proposer un poste assis, par exemple. Exactement. Ou alors interdit de faire des ports de charges lourdes et donc adapter le poste. Ça touche, puisque vous avez choisi de nous parler de ce sujet, ça touche quand même des salariés qui sont dans des métiers physiques, j'imagine, le BTP, la maçonnerie. Oui, mais pas que. Pas que. Il y a aussi des métiers du tertiaire qui sont concernés. Oui. Alors, bien évidemment, les métiers difficiles dans la construction, etc., sont quand même majoritairement touchés. Mais on a aussi des métiers répétitifs dans le commerce, etc. Donc, non, ça touche tous les secteurs. Le statut du salarié
qui donc est touché ou frappé par cette inaptitude, il est toujours considéré dans son contrat de travail CDD, CDI, il n'y a pas de rupture de contrat. Non, en fait, le salarié, une fois qu'il est déclaré inapte, il n'a plus l'obligation de se présenter à son poste de travail, puisqu'il n'est plus apte à exercer son activité. Et donc, pour autant, le pouvoir de direction de l'employeur continue de s'appliquer, ce qui signifie que lorsque l'employeur lui demande de se présenter à un entretien parce qu'il veut discuter justement d'une proposition de reclassement par exemple, le salarié doit se présenter. Et dans ce temps, d'ailleurs pendant un délai d'1 mois, le salarié n'est plus rémunéré. Sauf en cas d'inaptitude professionnelle. Reconnue professionnelle. Reconnue professionnelle, donc ça veut dire... Alors, inaptitude professionnelle... Parce que c'est là où il y a les objets de litige, excusez-moi. Oui, tout à fait. Oui, parce que l'entreprise va dire pas du tout, c'est pas de notre faute. C'est le médecin du travail qui va préciser s'il s'agit d'une inaptitude professionnelle. Et pour autant, c'est pas l'employeur qui va le rémunérer, il va percevoir ce qu'on appelle une indemnité temporaire d'inaptitude. C'est la Sécu ? C'est la Sécurité sociale qui la verse, équivalente aux indemnités journalières de Sécurité sociale. Et comment on le sait ? Eh bien, le médecin du travail remet à l'employeur un formulaire au salarié un formulaire qui est envoyé à la Sécurité sociale qui permet de percevoir ses JSS. Donc globalement, il est pris en charge dans ce délai d'un mois. Dans ce délai d'1 mois, ça donne le temps à l'entreprise de pouvoir rechercher un reclassement. Voilà. Est-ce qu'on peut contester un avis d'inaptitude ? Ça, c'est important. Oui, tout à fait. Alors la contestation se fait devant le Conseil des prud'hommes. Dans les 15 jours qui suivent l'avis médical. Alors c'est uniquement une contestation sur les éléments de nature médicale. Donc concrètement, on saisit le Conseil de prud'homme qui doit se réunir dans une formation dite accélérée. Elle dure quand même quelques mois. Oui, parce que les prud'hommes... Voilà, donc c'est en formation référée. Et en fait, lors de cette audience, on peut demander la désignation d'un médecin expert qui peut donc, parce que ce n'est pas les conseillers prud'hommes qui vont savoir si c'est justifié ou pas, c'est effectivement, ils vont se faire accompagner d'un médecin expert. Et donc ensuite, pendant ce temps-là, l'avis d'inaptitude continue de produire effet. Mais attendez, le litige vient plutôt de l'entreprise qui conteste ou c'est plutôt le salarié ? Parce que ça peut être les deux, mais en général, c'est plutôt l'employeur qui conteste. C'est l'employeur qui conteste, parce que le salarié dit « moi, je ne peux plus faire ce métier », parce que c'est ça l'enjeu. Et l'entreprise dit « si, il est tout à fait apte à le faire ». C'est ça l'enjeu. Alors, l'enjeu, c'est ça, mais après, le litige peut venir des deux parties, parce qu'un salarié peut aussi avoir du mal à accepter son inaptitude et estimant qu'il est lésé dans ses droits. Mais en général, c'est quand même l'entreprise qui conteste. Donc, il peut contester de part et d'autre le salarié et l'employeur, qui peut contester donc ce statut de salarié en inaptitude. Est-ce qu'il y a une procédure à respecter ? Parce qu'imaginons le cas de figure d'une toute petite PME, la personne avait des tâches répétitives, c'était le poste, et c'était sa fiche de poste, elle n'est plus apte, on ne peut pas le reclasser. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si on ne peut pas le reclasser, on doit le licencier. On ne peut pas laisser la situation en l'état, parce que à l'issue du délai d'1 mois, le fameux délai d'1 mois où il n'est plus rémunéré, le salarié, il est soit reclassé, soit licencié. S'il n'est pas reclassé, on doit le licencier. Parce que sinon, il y a reprise du paiement des salaires. Donc si on ne le licencie pas, ou si on prend le temps aussi de rechercher un reclassement, et si on dépasse le délai d'1 mois, eh bien, on va reprendre le paiement des salaires. C'est court 1 mois quand même, hein ? C'est court 1 mois, oui, c'est court. Mais en même temps, ça dépend. Dans les petites structures, ça peut être suffisant. On voit très vite. Voilà. Par contre, dans les grosses structures, 1 mois, ça peut paraître court, mais bon, on reprend le paiement des salaires, et ensuite, effectivement, on fait une vraie recherche de reclassement. Ça a un impact pour l'entreprise, ce statut de salarié en inaptitude ? Comment ça se passe, ça, concrètement ? C'est des cas très fréquents que vous avez à traiter ? Oui, ça arrive quand même souvent dans les entreprises, parce que l'inaptitude, ça fait partie, je dirais, du quotidien des êtres humains. On est tous, on peut tous être amenés à être, à un moment donné, inapte à son poste de travail. Alors, disons que pour les entreprises, ce qui est délicat, c'est ce lien avec le médecin du travail. Parce que quand on reçoit un avis d'inaptitude et qu'on n'a pas de proposition de reclassement très claire, on peut effectivement avoir des difficultés à chercher un reclassement, et notamment dans les petites structures. Évidemment. Donc il faut vraiment dialoguer avec le médecin du travail, ne pas hésiter à le contacter, à demander des explications sur les propositions. Vous parlez aux entreprises, là, oui, notamment. Oui, notamment parce que effectivement, on a cet accompagnement qui existe avec le médecin du travail et qui est
peut-être un peu sollicité, et pourtant c'est vraiment la clé. Avant de nous quitter, Sonia, un cas pratique, parce que je ne sais pas si vous avez été confronté à ce cas de figure. Là, on a en tête le salarié qui, par des gestes répétitifs, va avoir des problèmes musculo-squelettiques et à terme ne pourra plus exercer son métier. Ça, c'est classique. Oui. Mais imaginons un salarié qui a eu un accident de moto, de voiture, et qui, par son invalidité liée à l'accident qu'il a eu, ne pourra plus exercer son métier. En allant très loin, un footballeur qui se blesse et qui ne peut plus... Comment ça se passe là ? Alors, déjà, il ne faut pas confondre l'invalidité et l'inaptitude. Voilà, c'est pour ça que je voulais... Voilà. L'invalidité, c'est une notion de sécurité sociale. Donc, on a la catégorie 1, où on peut encore travailler, la catégorie 2, où là, on ne peut plus travailler, mais on pourrait travailler sur d'autres postes, et la catégorie 3, où là, on a besoin d'une tierce personne, parce que ça touche à l'autonomie. Donc, mais vous avez raison, parce que l'invalidité, par exemple, catégorie 2, elle peut déclencher une inaptitude. Ah, bon. Voilà. Donc après, vous faites la distinction entre l'accident de moto, par exemple, sur un fait privé, et l'accident du travail. Alors là aussi, ça a un impact, parce que l'inaptitude professionnelle, donc celle dont l'origine est un accident du travail ou une maladie professionnelle, là c'est les troubles musculo-squelettiques par exemple, eh bien, n'est pas traitée exactement de la même façon en termes d'indemnisation que l'inaptitude non professionnelle liée à une maladie simple. Moins indemnisée. Alors, sur le plan indemnitaire, c'est-à-dire si jamais on licencie ces salariés, le salarié qui est licencié pour inaptitude non professionnelle, il va percevoir une indemnité de licenciement classique, de droit commun, ou conventionnelle si elle est plus favorable, mais il n'aura pas son indemnité de préavis, puisqu'il ne peut pas l'effectuer. Par contre, le licenciement pour inaptitude professionnelle, il va recevoir une indemnité dite spéciale de licenciement, donc c'est le double de l'indemnité légale de licenciement, et il va percevoir une indemnité compensatrice de préavis. Donc c'est plus favorable, entre guillemets, vu la situation, bon, c'est plus favorable sur le plan des indemnités d'être en inaptitude professionnelle que d'être en inaptitude non professionnelle. Liée à une invalidité de base. Tout ça, c'est validé par un médecin du travail. C'est pas nous qui décidons. C'est lui le juge de paix. C'est lui qui décide. Et parfois, cela finit au prud'homme, mais sachons qu'il y a quand même des experts médecins au prud'homme. Tout à fait. C'est pas les syndicalistes ou les juges professionnels. Ils sont accompagnés de médecins. Tout à fait. Merci Sonia Yangui d'être venue nous rendre visite pour nous éclairer sur ce sujet évidemment important, juriste, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. Faisons une courte pause et puis on va s'intéresser avec nos invités à la flexibilité et au-delà même d'ailleurs aux transformations des organisations du travail, des salariés qui veulent quitter leur statut de salarié pour devenir indépendants, la quête de sens, tous ces sujets finalement qui traversent les organisations et le monde du travail. On va en parler avec nos invités juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien avec mes invités. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à un sujet dont on parle finalement de manière transversale dans chacune de nos émissions, la transformation du monde du travail, des organisations du travail, liées notamment à la crise Covid, parce que vous l'avez vécu, vous l'avez traversé, vous êtes dirigeant, vous êtes salarié. Ce changement de vie, le télétravail, la tentative d'équilibrer sa vie perso et sa vie pro, des désirs plus forts aussi pour aller vers ses loisirs, vers finalement les passions qu'on peut avoir et qui se sont peut-être réveillées à l'occasion de cette crise Covid. On en parle avec mes invités. Ils auront des regards différents d'ailleurs sur ce sujet. Anaïs Georgelin, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice CEO de So Many Ways. En une phrase, c'est quoi le pitch de So Many Ways ? Aider un max de personnes à retrouver du sens et du plaisir au travail. Votre histoire est particulière, peut-être que vous nous le raconterez, parce que c'est tout un cheminement pour arriver à So Many Ways. Élodie Chevalier, merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir. Vous êtes chercheuse. Vous voulez pas qu'on dise sociologue ? Sociologue, c'est de la recherche en sociologie. Moi, je suis en psychosociologie. Donc, voilà. Non, mais c'est important de... C'est important. Vous êtes en psychosociologie. Exactement. Chercheuse au CNAM, consultante par ailleurs, et avec un livre en préparation qui va nous intéresser, vous viendrez nous en parler, sur ces cadres qui avaient la vie devant eux et puis qui ont changé de vie, quoi, finalement. Exactement. C'est ça, la tentation de Venise. Oui. C'était Alain Juppé qui avait évoqué la tentation de Venise. Et puis avec nous, Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes l'un de nos chroniqueurs dans Smart Philo, puis là vous venez dans notre débat, professeur de philosophie et d'éthique, alors ça c'est dans un lycée à Versailles, et puis par ailleurs vous enseignez l'éthique du business. Du business dans une école de commerce. Dans une prépa pour les DCG.
pour les DCG, Diplôme comptabilité et gestion. Voilà. Commençons par le début. On a choisi de démarrer par le mot flexibilité, parce que pour ceux qui ont un peu de connaissance historique du monde du syndicalisme, le mot flexibilité, c'était un mot irritant. C'était la possibilité pour les salariés dans les usines de travailler de 8h du matin jusqu'à 22h avec des horaires en 2-8, en 3-8. C'est ça l'histoire de la flexibilité. Et aujourd'hui, il n'a plus cette définition. Quelle est votre définition à vous du mot flexibilité ? En tout cas, moi, ce que j'entends des personnes qui la cherchent, c'est de pouvoir s'organiser un petit peu comme on veut, quoi. Voilà, vous voyez que ça a bien évolué quand même. Hein. C'est-à-dire l'idée de j'ai quand même envie d'aller chercher mes enfants à 16h30, mais je pourrais vous rendre le travail à partir de 18h30. C'est ça l'idée. Vous partagez Oui, moi je dirais que c'est la possibilité de concilier un travail intéressant dans lequel on a envie de s'impliquer avec une vie professionnelle, une vie personnelle dans laquelle on a envie de s'impliquer aussi. Donc la flexibilité du travail, c'est cette possibilité-là. Vous voyez que la première définition que je donnais, c'était une flexibilité uniquement au sein du travail. C'était la flexibilisation des horaires de travail. Jamais il avait été évoqué il y a une trentaine d'années, voire 40 ans, l'idée qu'on puisse laisser une part de soi à sa vie perso. On est bien d'accord là-dessus, pour démarrer notre débat. Vous, le philosophe, vous en pensez quoi ? Parce que je fais un peu d'histoire politique, là. Ouais, mais je pense que c'est syndicale. Je pense que c'est pas si contradictoire que ça, Arnaud. Parce que la flexibilité, elle tient compte de quelque chose qui est une résistance. On dit la flexibilité d'un tuyau, par exemple. Ça présuppose la résistance du tuyau. Donc, si je parle de flexibilité dans l'entreprise, ça présuppose donc ces structures rigides, solides, auxquelles je veux donner un mouvement, que je veux donner une forme qui n'est pas sa forme ordinaire. Et donc, on tombe dans un paradoxe, c'est qu'on essaye peut-être, comme vous le dites justement, de tirer à soi, dans la flexibilité, une réalité qui est faite pour être hors de soi, l'entreprise. Donc pour moi, la définition à la fois syndicale et moderne n'est peut-être pas si éloignée que ça. Oui, ça réveille la philosophie, Anaïs. Hein. Tout de suite. Tout de suite, voilà, on pose le sujet. Concrètement, rentrons un tout petit peu plus en avant, parce que on pose cette question comme un fait. C'est-à-dire, on se dit, voilà, le monde, le télétravail, on peut aller travailler à Lisbonne, on peut travailler à Berlin, on est un peu dans le monde merveilleux. Puis finalement, quand on s'immerge dans l'entreprise et qu'on va à la rencontre des salariés, ils ne vous racontent pas aujourd'hui la même chose. Ça ne se passe pas vraiment comme ça dans l'entreprise, parce qu'il y a des frottements, il y a des freins, il y a des résistances. C'est quoi votre mission à vous ? C'est de dire aux décideurs, vous n'avez pas le choix, il faut véritablement aller vers cela, parce que vous les rencontrez, ces résistances. Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce qu'il y a des résistances. On n'est pas dans le monde merveilleux du post-Covid. Ouais. Nous, on a la particularité d'adresser à la fois les décideurs et à la fois les particuliers, les collaborateurs. Et le chemin qu'on a envie de leur faire, c'est un pas à un pas. D'un côté, en tant que collaborateur, de ne pas chercher à avoir toutes ces exigences vis-à-vis de l'entreprise, du travail, et de bien prioriser ses besoins. Et de l'autre, côté décideur, oui, de faire un pas vers plus de flexibilité, vers repenser le logiciel, lâcher le contrôle, plus de contrôle. Donc vous confirmez bien qu'on est aujourd'hui dans des zones, sur une sorte de ligne de crête, des zones de blocage, des zones de résistance. C'est la tectonique des plaques. On est d'accord, c'est ça. Elles ne se sont pas encore parfaitement positionnées, et puis on crée quand même quelques irruptions à certains endroits. Quelques frictions, oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là ? Parce que vous observez, vous êtes consultante, donc vous allez aussi à la rencontre pour expliquer, pour prophétiser finalement ce dont on parle. C'est pas si simple dans les entreprises. Il y a des salariés qui vous disent moi, l'accord de télétravail, on l'a, mais c'est qu'une journée, je n'ai pas le droit de le prendre le mercredi. Quand je pars à 17h30, on me regarde un peu de travers, et pourtant j'ai mes enfants à récupérer. En fait, tout a changé, rien n'a changé en fait. Oui, en fait, moi, mon rôle, c'est plus d'éclairer, en fait, plutôt que de prophétiser. Parce que c'est vrai que là, ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel changement. Avec la pandémie, on a changé nos habitudes de travail. Il y a des choses qui s'étaient mises en place juste avant la pandémie. Le télétravail, le travail collaboratif, le travail digitalisé. On a été obligés d'y passer avec la pandémie. Donc aujourd'hui, c'est comment, finalement, on éclaire l'expérience qu'on a eue durant la pandémie, les points positifs, les points négatifs, et comment on recrée finalement un monde nouveau
du travail, de nouvelles règles. On n'y est pas encore, vous le confirmez? Non, on n'y est pas encore. D'accord, non mais Ouais. vous en pensez quoi, Laurent? Parce que là c'est un débat philosophique que je tends. On nous vend, je dirais, on nous éclaire, un peu comme au cinéma, une sorte de monde où comme ça tout va bien. Et en fait, derrière le rideau, chez le projectionniste, c'est pas aussi génial en fait. En fait, moi, ce que j'aime bien, Arnaud, dans ton vocabulaire, si je peux me permettre de faire ta psychanalyse gratuitement Mais ce bien matin. sûr. Ah, donc ça va te faire ça. en moi. Je peux En moi. m'allonger peut-être. Oui, s'il te plaît. Donc, c'est le vocabulaire religieux que tu emploies. Rupture, prophétiser, Tout à fait. monde nouveau. Mircea Eliade, qui est un grand anthropologue des religions, le premier, le grand Mircea Eliade, quand il étudie les textes religieux, en général, montre un phénomène assez intéressant. Pour qu'il y ait mythe en religion, il faut qu'il y ait un phénomène de rupture pour rentrer dans une nouvelle temporalité. Le Dieu, dit Mircea Eliade, quand il arrive, provoque une rupture. Il y a l'avant, le monde du péché, l'après. On est dedans là. Le monde du Bah salut. oui. Et là, on est dedans. On a réussi à faire du monde, de l'expérience Covid, une expérience dans le mythe. On produit un mythe à partir d'un phénomène réel. Et on dit, voilà le monde nouveau, avant Covid, après Covid. Mais il n'existe pas ce monde nouveau. Mais le problème, il n'existe pas parce qu'on produit un mythe. Et la question est de savoir quelles sont les espérances que l'on met dans ce mythe. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de formuler sur un malaise au travail, sur des difficultés. Et donc on l'attrape de manière latérale par le mythe. Et notre désespérance, c'est que les choses ne changent pas, finalement. Il n'y a pas Dans la vraie vie en fait. Il n'y a pas de salut dans le travail. Il n'y a pas de monde nouveau après le Covid. La question est de savoir donc pourquoi j'ai envie que ça change? Pourquoi est-ce que dans le monde du début du XXIe siècle, on avait envie collectivement, inconsciemment, que le Covid soit une rupture? Pourquoi est-ce qu'on avait envie de cette rupture? Y avait-il un malaise trop fort antécédemment? Oui. Y avait-il des structures qui ne profitaient pas? Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'on a envie d'un changement et de prophétiser une nouvelle ère. Anaïs Georgelin, je l'évoquais en introduction, d'un mot et de plusieurs, si vous le souhaitez. D'ailleurs, votre histoire est intéressante parce que c'est pour permettre la bascule sur le monde des indépendants et sur l'idée que le monde du travail parfois épuise et donne envie de faire autre chose, même passer du trading jusqu'à la boulangerie, d'être comptable et devenir ébéniste. Il y a toute cette espèce d'envie de tout transformer. Votre histoire est, j'allais dire, un peu tragique parce que vous avez vécu finalement un management toxique, des difficultés au sein de votre entreprise. Et un peu une perte de repère à un moment donné. C'est ça, moi j'ai Quand même. la chance de savoir ce que je voulais faire, d'avoir trouvé l'entreprise que je voulais et finalement j'ai fait 3 jobs en 3 ans dans 3 entreprises différentes et vraiment j'ai pas trouvé ça très joyeux le monde du travail à 25 ans. C'est ça. Ça donc pour vous, vous démarrez dans la carrière comme dirait l'autre et puis vous prenez la porte quoi. Oui c'est ça. C'est quoi la porte que vous prenez? C'est-à-dire un management agressif, pas d'humanité, pas de bienveillance, c'est un peu ça que vous vivez? C'est ça, et d'autant plus fortement que la dernière entreprise dans laquelle j'étais, c'était une entreprise sociale. Donc vous savez, on sauve le monde. On a des valeurs, on est là pour s'engager, on travaille beaucoup, et finalement, c'est là que j'ai trouvé les pratiques humaines les plus toxiques, les plus... Quel paradoxe. Pas tant que ça, finalement, après, quand on creuse le sujet. Mais vous, excusez-moi, et je vais donner la parole à Élodie, mais vous avez soulevé en interne ce paradoxe en leur disant, mais attendez, vous êtes au service de l'autre, une forme d'altruisme, et vous traitez vos collaborateurs moins que rien? J'étais trop jeune et je pense que quand on est aussi mis en difficulté comme ça, juste on s'effondre. On n'arrive pas à dire les choses. Moi j'avais 24 ans, j'ai fini en arrêt maladie en fait. J'ai fait une crise d'eczéma terrible, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Un burn-out déguisé en fait. Voilà, c'est ça. Enfin déguisé, je crois que c'était ça, mais il m'aura fallu Habillé des années même. pour mettre le mot. Mais on n'arrive pas, on manque de clés pour comprendre ça et pour agir face à ça quand on est jeune et même après parfois quand on... Donc, on est bien d'accord, ça revient finalement à ce mythe. On est dans le mythe, c'est-à-dire que vous rêviez de ce monde merveilleux, mythifié, mais la réalité vous a explosé au visage. C'est terrible, c'est terrible. Je vous vois sourire, mais vous les avez rencontrés, vous, ces cadres, à travers ce livre qui se prépare, à travers votre expérience. Qu'est-ce qu'ils vous racontent finalement? Puisque notre premier invité ce matin nous disait, on a des cadres, quand je leur parle, ils sont tristes, ils se sont virilisés, ils ont montré qu'ils étaient costauds. Et puis dès qu'ils posent les valises, il y a une grande tristesse, il y a une sorte un peu de désespoir d'avoir raté des choses de leur vie, de leurs relations personnelles, familiales. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces cadres? Moi, déjà, ces cadres, je les ai rencontrés quand je faisais du conseil, en fait, en réorientation. Et c'est des cadres qui arrivaient à bout de souffle en me disant « Je sais ce que je veux plus faire, je veux plus du tout exercer ce que je fais aujourd'hui, je sais pas ce que je veux faire. » Et quand on regardait ce qu'ils avaient envie de faire, ils se réorientaient vers
la boulangerie, Vous voyez la restauration, voilà, le travail indépendant, le travail Avec leurs mains. manuel, Bah ouais. exactement. Bah oui. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une thèse sur ce sujet-là. Et le livre qui est en préparation, c'est justement C'est le sur fruit, hein. les personnes que j'ai interrogées durant ma thèse. Donc, des gens, justement, qui recherchaient plus de sens au travail à travers la réalisation d'une activité concrète, immédiate, en fait. Faire du pain, c'est concret, c'est immédiat. Je le vends, les gens sont contents. Je vois mon utilité. Quand je fais des PowerPoint toute la journée, bon, voilà. Des bullet points, Voilà, PowerPoint. c'est ça. Je me pose parfois la question de ce que je peux faire. Donc, c'est ça qui disent ces cadres. C'est je veux être utile, je veux voir ce que je fais et j'ai besoin de donner un sens à mon travail. C'est exactement ça. Mais là, le sens, c'était finalement votre quête. Quand vous arrivez, vous choisissez 3 entreprises différentes, dont une dans le social. C'est du sens que vous voulez mettre, mais vous ne l'avez pas trouvé finalement. Bah, aujourd'hui, si. Non, aujourd'hui, vous avez trouvé votre route, mais vous avez cheminé pour accéder Ouais. à la création de cette boîte. Mais quand vous étiez salarié, le sens, enfin, je veux dire, il n'y a pas de sens. Vous avez trouvé du sens à cette période ? J'en avais. Quand je travaillais dans une entreprise sociale, ce qui me donnait du sens, c'était de contribuer à des grands enjeux sociétaux. Donc, j'étais alignée avec le fait que c'était ça que je cherchais. Après, quand on a une dissonance, c'est ce que vous avez souligné, ça détruit le sens qu'on s'était construit. Mais il y en avait un à un instant donné. Mais Laurent Paillet-Chevalier, question de fond. On parlait de ces plaques tectoniques, cette ligne de crête. Vous parlez du mythe, finalement. On va où? Alors, c'est une question éminemment difficile, puisque même ceux qui nous dirigent ne le savent pas forcément. Mais est-ce qu'on est dans un délitement du travail, ou est-ce que, qu'un à qu'un, au fil des mois, on va reprendre nos vieilles habitudes? On a aujourd'hui des décideurs qui disent « Moi, je ne veux pas de télétravail, je veux que tout le monde soit à la maison, près de moi, pour que je puisse les contrôler. » On l'a, ça existe. Il y a aussi des entreprises qui sont parties très loin. Ils sont dans la semaine des 4 jours. C'est très compliqué, il y a un panorama très divers, finalement. Le tableau est bigarré quand même. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a une quête de sens. On cherche le sens. Toujours, si on cherche le sens, c'est qu'il y a quelque chose qui est insignifiant. Dans le vocabulaire aujourd'hui de l'entreprise, je crois que ce qui porte l'insignifiance, pour reprendre ce que disait Madame, d'un autre point de vue, si je puis me permettre, c'est le soft skill. Parce que dans tous les métiers que vous avez cités, il n'y a pas de soft skill. Un boulangerie, C'est du savoir. c'est du savoir-faire. Clairement. On est dedans directement. Le soft skill, c'est la valeur, entre guillemets, artificielle, la valeur pour la valeur, généralisée, vers laquelle les gens se tournent. Et On puis- en parle énormément des soft skills. C'est tout ce qui n'est pas le diplôme, en fait. Hein. Exactement. Voilà. C'est la bienveillance, la gentillesse, la grandeur, etc. Alors que dans les autres métiers, être boulanger, etc., ce qui compte, c'est le faire, l'agir, le partage. Être à l'heure à 3h du Oui, mat, être à l'heure du mat. oui. Et c'est des choses très, très concrètes. Et donc, c'est le premier point, je pense, sur ce renversement. C'est-à-dire Vous trouvez que c'est bullshit? Enfin, excusez-moi d'être un peu cash, mais Complètement. ces soft skills, on en parle, on nous rabat les oreilles de soft skills, et Complètement. c'est un peu bullshit. Complètement. Moi, récemment encore, j'étais en Eure-et-Loire, j'écoutais la radio. Et Très belle région, d'ailleurs. Très belle région. Et on demandait à un mécanicien, et l'annonce qui durait à peu près 30 secondes avait 25 secondes de soft skills pour un mécanicien. Je pense que l'entreprise n'a pas tout à fait compris quel était l'enjeu du recrutement. Mais bon, passons. Mais C'est savoir travailler en équipe, savoir être bienveillant, voilà, ok. Non, là, attendez, juste, vous n'êtes pas d'accord? Bah, J'étais sûr que vous n'alliez pas être d'accord. fallait quand même à un moment. Bah, du débat. Non, je voudrais juste revenir sur un point, c'est que oui, on observe ces cadres qui quittent des métiers d'abstraction, hein, c'est ça qu'on dit, où on ne voit plus à quoi on sert, pour des métiers plus manuels, plus concrets. Mais nous, ce qu'on voit maintenant, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'ils y sont allés, ils ont testé, et puis ils se disent « Tiens, me lever à 3h du matin, finalement, ça ne me plaît pas tant que ça. Eux aussi avaient mythifié ce métier manuel. Voilà, j'allais dire, le mythe inverse est aussi vrai, et on commence à l'observer de plus en plus, le retour en arrière. Mais Élodie, c'est intéressant, il y a le soft skills, c'est qu'aujourd'hui certains recrutent même sur les soft skills, c'est-à-dire que quelque part il y a même des entreprises qu'on a reçues ici, très grosses entreprises, qui mettent le diplôme de côté et ils sont que sur le soft skill. Bon, c'est un sujet dans le tertiaire pour être précis, mais cette rencontre entre le monde de l'entreprise, qui est resté 20e finalement, et qui a quand même des prérogatives, des obligations économiques, des obligations de rentabilité, qui a des actionnaires, et ces salariés un peu perdus qui disent aujourd'hui je veux pouvoir aussi m'occuper de mes enfants, je veux aussi manger sain, je veux aussi faire du sport. Ça marche ou ça marche pas? On y est ou on n'y est pas?
Pourquoi ça ne marcherait pas, déjà? Non, mais je ne suis pas en train de couper voilà. la branche. Oui. J'en rêve, mais... Justement, on est en train de voir comment ça peut marcher. Et c'est ce qui joue aujourd'hui, finalement. On était une période avant Covid où on considérait que ce n'était pas possible. Il y a eu une période Covid où on a changé toutes les règles du jeu. Et c'était possible. Et c'était possible. Donc maintenant, il faut trouver l'entre-deux. Et là, l'idée, c'est de, pour reprendre votre expression, passer 21e. Et voilà. Aujourd'hui, on a tous les outils, on a tout le comportement, l'état d'esprit pour passer 21e siècle et trouver une autre manière de travailler, plus intelligente pour tout le monde. Donc voilà, ça se joue maintenant. Mais toutes les deux, finalement, et les professeurs, c'est différent, puisqu'ils sont rattachés à un corps, l'éducation nationale, mais pour toutes les deux, vos histoires sont aussi liées, finalement, à ce dont on parle. Vous avez choisi l'indépendance, vous avez choisi de créer votre start-up, vous avez choisi, en fait, de sortir du monde du travail, et finalement de l'observer. Et de l'accompagner et de l'aider. Et de le recréer aussi, parce que vous créez de l'emploi. On crée de l'emploi, on essaie d'inventer avec nos équipes, nos collaborateurs, de nouvelles manières de travailler. Mais psychologiquement, c'est plus pareil quand même. Psychologiquement, c'est vous qui fondez, c'est vous qui avez créé, c'est vous qui dynamisez. Non, psychologiquement, c'est très différent, c'est très différent, c'est d'autres phases positives et d'autres phases plus difficiles. Hein, mais vous vous y retrouvez, vous, dans cette nouvelle vie que vous vous êtes fabriquée? Oui, heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, il faudrait que je passe à autre chose. Ouais, vous me faites peur, parce qu'il n'y a plus d'options. Hein. Vous avez été salariée, vous avez été indépendante. Mais vous voyez, je défends que c'est des phases de vie aussi. Et que parfois, on cherche à avoir tout en même temps. Mais non, il y a des phases de vie, certaines dans lesquelles on a envie de beaucoup travailler, on a envie d'attendre de notre travail qui nous permettent d'exprimer notre créativité, notre singularité. Et il y en aura d'autres où on attendra peut-être juste. Et c'est largement suffisant de notre travail qui nous permettent d'avoir à manger. Élodie, même chose, vous êtes chercheuse, cette thèse, ce livre en préparation, il y a quand même 60% de salariés, pour qu'on remette les choses à plat, qui ne peuvent pas télétravailler. On est d'accord? Il y en a 40 dans le tertiaire, dans la tech, dans les métiers intellectuels, où effectivement on peut travailler de Lisbonne, et on a parfois des reportages qui font absolument rêver les gens. On se dit, oh, incroyable! Sauf que ça représente une infime population. Le reste des gens que nous croisons, ils sont en travaux postés, ils sont dans des hangars, ils sont dans des stocks de grande distribution, ils sont chez Amazon, et ils travaillent... Eux, ce rêve-là, ils peuvent l'envisager aussi? Parce que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on ne parle pas finalement d'une population un petit peu comme ça, de l'élite, enfin un petit peu préservée? Oui, dans ce cas-là, mais j'ai envie de dire, le travail du 21e siècle, c'est pas que le télétravail non plus, en fait. Hein. Le sens au travail, c'est pas que le télétravail. Donc c'est vrai que le salarié chez Amazon ou les gens qui sont obligés d'être sur place trouvent un autre sens à leur travail aussi. Et même des cadres, pour certains cadres, le télétravail, c'est pas du tout quelque chose qui est souhaité. Ils ont envie juste de sortir de chez eux, d'aller au travail, voir leurs collègues. Donc finalement, on parle de quelque chose de beaucoup plus global. On parle à la fois d'un équilibre de vie personnelle, vie professionnelle, de cette capacité à pouvoir exercer son travail dans de bonnes conditions, de se sentir utile dans ce qu'on fait. Le sens, c'est tout ça. Ça va beaucoup plus loin que juste la capacité de vivre à Lisbonne et de travailler en télétravail depuis Paris. C'est un peu ce qu'on nous vend, puisqu'on parlait du mythe. C'est un peu l'image qu'on projette sur l'écran de la joie et du bonheur du travail. C'est-à-dire cette jeunesse qui choisit l'indépendance, qui a un bon job, qui est bien payé, qui ouvre son ordinateur sur une plage et qui envoie des mails. Il y a un peu de ça quand même. Et ça existe d'ailleurs, hein, c'est pas un mythe. Hein. Ça existe, mais ça concerne une toute petite partie que... On est un peu dans le mythe quand même, finalement. La lutte des classes, puisque je m'adresse aux philosophes, alors vous n'êtes pas un philosophe marxiste, me semble-t-il. Je peux le devenir. Mais vous pouvez le devenir, vous êtes très adaptable. Cette lutte des classes était bien connue entre les ouvriers et ceux qui faisaient travailler les ouvriers. On créait de la valeur sur le supplément dégagé par le travail de l'ouvrier. Est-ce que là, on n'est pas dans un risque de lutte des classes entre ceux qui bénéficient d'un télétravail et d'un cadre de vie équilibré et puis les autres? Pour qu'il y ait lutte des classes, il faut qu'il y ait antagonisme. Hein, si je reprends mon vieux Karl Marx, je ne crois pas qu'il y ait exactement lutte des classes. Par contre, toute société, toute culture économique dominante, que ce soit le communisme ou le capitalisme, produit à un moment donné ces figures, ces mythes. Le mythe du travailleur, etc., auquel on peut s'identifier. Et je crois que là, il y a un mythe qu'on essaye de produire, qui est le mythe du travailleur nouveau, auquel on aimerait que les travailleurs s'identifient. C'est vrai. Et la question est de savoir, est-ce que ce mythe-là correspond ou répond à des appels profonds des individus, ou bien ce mythe ne sert finalement que le capital et qu'il n'a pas compris les attentes des individus, qui va mener à une crise plus profonde
dans quelques temps. Donc ce que vous soulevez là pour terminer notre débat, et c'est d'ailleurs le chemin sur lequel on est là dans notre échange, c'est ce monde du travail dérégulé, jusqu'où il se dérégule, jusqu'où le rapport de force a lieu entre le recruteur et le recruté. Vous êtes d'accord? Parce qu'on le voit tous les jours. Il y a des boîtes qui disent « je ne peux pas recruter », mais elles ne se remettent pas en question sur pourquoi elles n'arrivent pas. Parce qu'en fait, les propositions qu'elles font ne correspondent plus aux attentes des salariés. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Moi, je fais le tour de France des dirigeants de PME notamment, et on voit bien qu'on est dans cette difficulté parfois à accepter de se remettre en question. C'est pas tout le monde, hein, mais c'est difficile. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est difficile, c'est ancré. C'est un problème culturel. Quand un salarié vous jette au visage, moi, si vous ne me mettez pas 2 jours de télétravail, je ne viens pas chez vous, et il faut qu'à 18h, je sois parti, c'est vrai que le décideur, PME par exemple, dit « attendez, ça démarre mal ». Et pourtant, c'est la culture. Est-ce que le salarié s'appuie sur un mythe, ou est-ce qu'il est vraiment dans une réalité concrète qui fait avancer le système? C'est un mythe, c'est le mythe du paradis perdu. On y est encore. C'est-à-dire que c'est l'idée que je produis. Il nous détruit le télétravail. Je vois Elodie, elle se dit ce philosophe est un destructeur. Je suis désolé, c'est mon côté nietzschéen, mais c'est une espèce de paradis. Exactement. C'est une espèce de paradis perdu où, en même temps, pour citer un ami politique que nous connaissons très bien. Le en même temps. En même temps. Qui fie de la philosophie d'ailleurs. Qui fie, paraît-il. Mais en même temps, c'est que c'est un espèce de paradis où tout va bien, où tout fonctionne bien, où ma vie professionnelle, ma vie privée ne font qu'un, une harmonie parfaite. C'est exactement ça. Oui, mais Coco, quand la crise arrive, quand la crise elle est professionnelle, elle devient aussi personnelle. Perso, bien sûr. Et quand la crise est personnelle, elle devient aussi professionnelle. Et donc on se retrouve dans un monde où les crises personnelles sont plus violentes parce que justement on cherche une harmonie parfaite. Le bonheur perdu. Le bonheur perdu. Mais c'est exactement ça. Vous rejoignez quand même cette idée? Oui, moi je suis totalement en accord, et justement ça rejoint quelque chose qui est une nouvelle menace. Moi je trouve que c'est cette injonction au bonheur au travail, Clairement. cette injonction au sens, parce qu'on parle beaucoup de sens comme s'il fallait absolument en trouver, et si on n'en a pas, il n'y a aucun problème avec ça. Le travail, ça reste une activité de travail, et c'est on décentre un peu le mot travail. C'est-à-dire que c'est devenu un mot global. Il faut être heureux, il faut. Exactement. Et d'ailleurs, l'entreprise, vous l'avez constaté toutes les deux, prend des prérogatives aujourd'hui, a des prérogatives de plus en plus importantes. Elle devient une forme de grand service public. Il faut tout faire. Il faut que l'entreprise fasse tout. Enfin, c'est compliqué ça aussi pour elle, hein, pour la défendre un peu l'entreprise. Prendre en main entièrement le salarié qui ne peut plus se prendre en main, parce qu'il attend tout de l'entreprise. Exactement, comme on l'attendait tout de l'État dans les années 60. L'entreprise est un absolu. On va vers où? Parce que vous allez continuer à cheminer, vous allez rencontrer dans votre Tour de France. Vous ne le faites pas à vélo, j'imagine. Non. Vous le faites en train, bien sûr. On va vers où? On va, je ne sais pas, je pense qu'il faut revisiter cette notion de sens. Et moi, j'aimerais conclure en disant que chercher du sens au travail, trouver du sens au travail, c'est peut-être juste accepter que c'est un moyen de gagner notre vie, et point. Et qu'ailleurs, et qu'à côté, on va chercher d'autres manières dans la vie associative, dans sa vie familiale et dans le sport et dans la culture. Vous êtes d'accord avec cette... Pour revenir à des choses simples, en fait. Oui, c'est ça, mais basique, au souvent, final. Le sens au travail, c'est des choses simples, c'est pouvoir vivre de son travail de manière décemment, décente. mais bien sûr. Exactement. En étant respecté. Voilà. Et en étant respecté, puisque vous faites écho à ce que vous avez traversé, c'est-à-dire en ayant un regard respectueux, pour ne pas dire bienveillant, qui serait le sommet du bonheur. Laurent Chevalier, Paillet-Chevalier. Moi, pour moi, la question du sens, je suis assez d'accord. Le travail n'est pas là pour produire le sens. J'ai tendance quand même à croire que cette idée d'harmonie fait que même ma crise au travail est plus forte. Mon patron doit être bienveillant, etc. C'est peut-être oublier qu'il y a des métiers qui sont durs. Mais bien et sûr. pas simplement les métiers d'entrepôt. Moi, je pense j'ai une amie qui travaille dans la finance. Au mois de février, mars, quand il faut rendre les bilans internationaux, c'est un tour de force. On oublie que le travail est dur. De la bienveillance, d'accord, mais il faut de l'exigence, il faut du sérieux. On peut être bienveillant quand on est maçon, mais le mur, il faut qu'il soit monté, et puis c'est physique, et puis c'est dur. C'est vrai. Et il fait mauvais temps. Et il fait mauvais temps, et puis il faut y aller. Je pense à tous ceux qui travaillent dans la rue, les éboueurs, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas maximiser ces valeurs en disant la bienveillance, etc., mais en essayant de trouver dans le travail lui-même la valeur qui lui correspond. Je suis assez d'accord avec vous. C'est un débat passionnant, avec plein de regards et de fenêtres qui se sont ouvertes sur ce sujet. On est à l'aune de quelque chose, je ne sais pas, et c'est intéressant pour vous qui cherchez d'ailleurs, de voir comment tout cela va évoluer. Votre livre, il sort quand d'ailleurs? J'espère d'ici la fin de l'année. Donc c'est un gros travail d'écrire des livres. Tout à fait, c'est un gros travail. Je vous le confirme. N'est-ce pas? Merci à vous trois. Merci Anaïs Georgelin, CEO, fondatrice de So Many Ways. Et vous êtes dans votre tour de France de PME, parce qu'on a compris que aussi votre cible et vos prospects, c'était
aussi des PME Aussi, tout à fait. qu'il faut éduquer, accompagner. Voilà, et ça, c'est un Grande sujet. partie de l'emploi en France. Hein, donc. Exactement. Merci Élodie Chevalier, chercheuse au CNAM, psychosociologue, là j'ai été très précis, et consultante avec ce livre en préparation. C'était un vrai plaisir et merci à Laurent Paillet-Chevalier, professeur de philosophie et d'éthique. C'est intéressant de mêler ses points de vue et ses regards. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et devinez quoi, on va parler recrutement. Fenêtre sur l'emploi, recrutement des commerciaux. C'est un secteur sous tension. Alors, depuis le Covid, mais bien avant déjà, les commerciaux, c'est un sujet de préoccupation pour les entreprises parce que quand ils veulent lancer et accélérer, elles ne trouvent pas leurs commerciaux. Philippe Beaupré, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Your Sales Team, société que vous avez créée. Vous en êtes le dirigeant. Il y a 20 collaborateurs, 10 000 personnes formées depuis la création. C'est le premier hub. Alors, le mot hub, comme son nom l'indique, c'est comme à Roissy, les trains, les avions, les voitures, tout arrive sur ce hub. Qu'est-ce que vous avez créé en créant ce hub? C'est pas uniquement de la formation que vous faites. Alors exactement, et effectivement pour revenir à la genèse de Your Sales Team, puisque moi j'ai été dans la vente, j'ai eu la chance de connaître une entreprise emblématique qui est Xerox. Très connue sur la vente. Et de m'occuper de l'école de vente, et puis ensuite à 32 ans, j'ai pris mes premières fonctions de directeur général et j'ai réalisé quoi? Que finalement, une entreprise aujourd'hui, un dirigeant, il doit à la fois former, puisque les compétences, c'est une denrée périssable. Un directeur commercial, il doit transformer, parce que la révolution digitale va plus vite que la révolution commerciale. Et un dirigeant de petites boîtes, de multinationales, il doit performer. Et donc, il n'y avait pas un endroit où on pouvait trouver tout ça en même temps, puisqu'aujourd'hui... en même temps, j'allais dire, il faut personnaliser et aligner l'entreprise. Alors ça veut dire, attendez, au lieu de faire de la formation classique où vous mettez 20 commerciaux pour leur dire il faut mettre ce costard, dire que vous prenez déjà l'entreprise dans sa globalité pour essayer de réfléchir à la stratégie et ensuite j'imagine que vous bâtissez une stratégie de vente et commerciale. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va même plus loin, on va aider l'entreprise à révéler sa signature commerciale et relationnelle. C'est-à-dire qu'on travaille à partir de l'ADN de l'entreprise. Et finalement, si on regarde pendant des années, et hier encore, j'avais un client qui me disait « Philippe, est-ce que vous pouvez transformer mes commerciaux en commerciaux Xerox ?» Et je ne sais pas faire, moi, monsieur. En revanche, ce que je sais faire, c'est permettre à vos collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que personne n'a envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Et au pire, on est une pâle copie, quoi. Oui, parce que la difficulté des commerciaux, c'est que c'est un marché assez mouvant. Les types passent d'une boîte à une autre. Donc il y a une forme comme ça d'uniformisation. Et je pense que l'entreprise, elle a besoin d'avoir des commerciaux très ambassadeurs de l'entreprise. Et ce qui n'est pas toujours le cas, franchement. Alors justement, et le proverbe dit qu'un commercial convaincu, il est plus convaincant. Et donc pour ça, en fait, la grosse innovation, c'est qu'on a travaillé tous les fondamentaux de la vente, du management et de la relation client à travers le prisme des neurosciences et de l'intelligence émotionnelle. Parce que l'émotion la plus présente dans l'entreprise, c'est la peur. Alors qu'on a besoin de libérer l'énergie, et ça, c'est la joie. Donc, c'est le management par la confiance. Et l'autre prisme, c'est le digital avec l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, en fait, on n'a pas le temps, on est tous connectés. Commercial augmenté chez vous, parce qu'on a l'impression que c'est le commercial augmenté. Il y a En fait, c'est ce qu'on doit apprendre à faire, on va le faire en apprenant. Mais donc, Philippe Beaupré, c'est intéressant ce hub parce que ça sécurise l'entreprise évidemment dans sa stratégie commerciale parce que c'est ça l'intérêt. Elle se dit voilà, j'ai une stratégie, j'ai les messages. La vraie question quand même, qui vous est posée d'ailleurs et vos clients vous la posent, c'est bon, maintenant il faut mettre des hommes. Alors, et là, ça commence à se gâter. Alors oui et non, parce que justement, quand moi j'ai écouté à peu près 250 dirigeants commerciaux avant de créer Your Sales Team. Et en fait, j'ai toujours eu le même message renvoyé par le marché et qui est devenu d'ailleurs la signature de Your Sales Team, c'est plus que des formations, nous on veut des solutions, des tips et on veut des résultats. Et donc le hub, c'est quoi? C'est à la fois des équipes, donc uniquement des experts de la performance commerciale, mais c'est aussi des outils. Là par exemple, on a lancé avec succès d'Estime et maintenant ça se développe, Fast and Learn. En fait, c'est le coach digital de vente. C'est la première appli à la vente, c'est ça? C'est la première appli à la vente. Sur le smartphone? Sur le smartphone, c'est-à-dire que c'est disponible bien sûr sur Apple et Google Store et on peut le télécharger. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait,
j'ai pris tout ce qu'on reprochait aux commerciaux, à savoir, ils n'ont jamais le temps, ils ne se préparent pas, ou à l'arrache, comme on dit. Eh bien, tout ça, j'ai décidé de le convertir en opportunité. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire, on a son téléphone, et avant un rendez-vous, imaginez... Petite piqûre de rappel. Je suis dans la bagnole. Ça va même plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez les nouvelles générations qui vont représenter 75% des effectifs de l'entreprise d'ici 5 ans, un commercial aujourd'hui, quand on lui dit « qu'est-ce qui pourrait t'aider ?» à part les prix et le produit, il répond dis Google, c'est quoi les principes clés de la découverte client ? Et le principe, c'est d'avoir en fait... la base. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon coach digital de vente. Et puis vous avez créé 90 minutes chrono, parce que ça c'est le petit scoop que vous êtes venu... Absolument. Moi j'aime bien les scoops, vous savez. Alors, c'est un premier simulateur d'entretien ? Oui, assisté par intelligence artificielle. Génial. Alors, le principe c'est quoi ? Sur une appli aussi telle ? Alors, c'est pas sur une appli, mais ça se fait à distance. Le principe c'est de dire qu'aujourd'hui, les budgets formation diminuent. Or, il faut augmenter la formation parce que le niveau d'exigence... Clairement. Est attendu. Et parfois, ils sont un peu courts, les commerciaux. Et aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué pour un directeur commercial, pour un dirigeant, de se dire « je vais mettre mes commerciaux 2 jours, 3 jours en formation ». Or, 90 minutes chrono, comme son nom l'indique, c'est on place 1h30 dans son agenda, on va faire une simulation, donc on imagine qu'on fait une simulation, et grâce au travail des neurosciences et de l'intelligence artificielle, notre cerveau, il a besoin juste de 10 minutes pour capter par rapport à une situation comment on va se comporter. Bien sûr. Et donc là, l'intelligence artificielle, elle va corriger ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui est lié au raccourci de prise de décision. Et en quoi ça aide le commercial là, au moment de la Ça aide vente ? le commercial parce qu'on va travailler le geste et la posture. Ouais. Et on fait des simulations d'entretien, et c'est inspiré du sport de haut niveau. Donc vous lui mettez qui en face à ce commercial ? Un de ses collègues. Un de ses collègues. Un de ses collègues, et on le fait pour le management. Et ensuite, vous lui dites, non, ta gestuelle n'était pas bonne, tu as été trop... C'est pas nous qui lui disons, c'est-à-dire que là, c'est le logiciel. C'est le logiciel, à travers des critères objectifs et très simples, par exemple le temps de parole. C'est trop long. Les mots positifs, les mots négatifs, les questions ouvertes, les questions fermées, la nature des arguments. Là, on est dans un mélange de neurosciences par ailleurs. On est complètement dans la mesure en fait, du savoir-faire et de la posture, et même l'analyse des micro-expressions. Donc c'est un scan concret qui va lui amener en disant tu as été trop long, trop de mots négatifs, tu n'as pas vendu le produit, après 1000 choses. Et surtout, il n'y a pas de biais cognitif, c'est-à-dire que là, le consultant, parce qu'il y a aussi un consultant, on va pointer un axe d'amélioration, un seul, et on refait le match, j'allais dire. Et là, bien sûr, l'intelligence artificielle va montrer les progrès. Alors, c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'1h30, franchement, qui n'a pas 1h30 à mettre dans son agenda, et on peut l'intégrer dans un agenda opérationnel. C'est top. 2, on travaille le geste, on travaille la posture, donc l'ancrage mémoriel, on se crée une première expérience positive, alors qu'en formation, la première expérience positive, c'est avec des vrais clients. C'est un peu flippant quand même. Là, on voit qu'on est capable de le faire. Ouais, puis ça permet aussi de mémoriser et de se dire, de rectifier, de le garder en mémoire. On sait ce qu'on doit faire. C'est comme un sportif finalement, vous avez raison. Le bon geste, en fait, quoi. L'origine, c'est le logiciel de simulation des golfeurs professionnels, Trackman, qui analyse le geste. Et l'idée, à un moment donné, ce qui m'a donné l'idée de ça, c'est un client qui me dit « Philippe, comment tu traduis formation en anglais ?» Je lui dis « training ». Et il me dit « Mais comment tu traduis training en français ?» Et là, je lui dis « entraînement ». Et non pas formation. Exact. Et donc on travaille le geste, on travaille la posture. Donc ça favorise l'ancrage mémoriel, et puis surtout, ça permet aux gens de changer de vision, de changer de méthode, de changer de posture. Et du coup, on se rend compte que c'est même valable aujourd'hui pour les non-commerciaux, des techniciens, des comptables. Et là, notamment, on favorise aussi la reconversion professionnelle dans l'entreprise de gens qui ont des aptitudes à la relation client. Mais qui ne s'étaient pas révélés. Et qui ne s'étaient pas révélés. Et là, vous leur dites, lui, c'est un prospect interne très bon pour le commerce. Et donc, on manque de vendeurs, fabriquons-les. Évidemment. Merci pour la passion. Je ne sais pas si vous avez été formé par votre logiciel en algorithme. On s'entraîne. Vous êtes entraîné. Vous êtes très très fort. Merci Philippe Beaupré, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Dirigeant de Yourself Team avec 90 minutes chrono et puis Fast & Learn qui est l'appli qui permet à vous les commerciaux de pouvoir de vous repréparer, former avant même d'ouvrir la porte de l'entreprise et du client ou du prospect, parce qu'il n'y a pas que des clients. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Hector à la réalisation, merci à Héloïse pour le son évidemment, merci à Fanny Griesmer et merci à César aujourd'hui pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir. Je serai là très prochainement. Merci et à bientôt.